J'étais à mi-chemin de l'estrade lorsque le bruit strident d'une chaise raclant le sol derrière moi a brisé l'instant en deux, et lors de ma propre cérémonie de remise des diplômes, ma sœur s'est levée et m'a pointé du doigt comme si elle prononçait une condamnation à mort en déclarant d'une voix forte qu'elle a triché pour obtenir son diplôme, sans chuchotement ni hésitation, juste une exécution publique nette et précise sous les regards stupéfaits de tout l'amphithéâtre. Mon frère n'existait pas dans cette histoire, il n'y avait qu'Élodie, ma sœur, brûlant d'envie d'avoir un public, et mes parents se sont figés sur place pendant que je continuais à marcher, tenant ensemble 4 années de travail acharné avec rien d'autre que mon souffle et ma colonne vertébrale. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé une fois arrivé sur scène, dites-moi d'où vous m'écoutez et ce que vous auriez fait à ma place. Je n'ai pas grandi en m'attendant à ce que ma sœur devienne mon ennemie, au contraire, j'ai passé la majeure partie de mon enfance à essayer de capter un peu de la lumière qu'Élodie dégageait, car elle était l'enfant prodige, la plus bruyante, la plus brillante, celle qui attirait les regards sans effort lors des dîners de famille à Lyon où les proches se penchaient pour écouter ses histoires pendant que je m'asseyais à côté d'elle, hochant la tête, apprenant à me faire toute petite pour qu'elle puisse briller. Cependant, quelque chose a changé quand j'ai cessé d'être l'enfant calme qui la suivait partout pour devenir quelqu'un à part entière, et dès la classe de première, mes notes ont commencé à dépasser les siennes, les professeurs m'interrogeaient davantage, et une lettre d'admission avec bourse au mérite est arrivée à mon nom, ce à quoi Élodie a répondu par un sourire qui avait la douceur écœurante d'un fruit laissé trop longtemps au soleil. L'université a creusé le fossé car je suis partie pour Paris avec un sac de voyage et une pile de manuels de psychologie tandis qu'elle restait à la maison après avoir abandonné son master, ce qui ne semblait pas grave à mes yeux, juste des chemins et des moments différents, mais la première fissure est apparue lorsque mon versement de bourse du CROSS est arrivé incomplet, suivi d'une explication vague de l'administration et quand j'ai demandé à mes parents s'ils avaient des nouvelles d'Élodie. Ils ont échangé un regard trop rapide pour être décodé. Ensuite, les emails sont arrivés, d'abord une plainte pour plagiat, puis un rendez-vous annulé avec le professeur Laurent que je n'avais jamais annulé, et une accusation concernant du tutorat venant de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, de petites choses au début, faciles à ignorer ou à mettre sur le compte du chaos de la vie étudiante, mais elles se sont accumulées, poids subtil après poids subtil pesant sur ma réputation jusqu'à ce que je sente les gens me regarder dans les couloirs. Avec l'hésitation de quelqu'un s'approchant d'un miroir brisé. Manon, ma colocataire, l'a remarqué avant que je ne dise un mot, me chuchotant un soir dans notre studio du 13e arrondissement que je vérifiais mon téléphone comme si j'attendais une catastrophe, et je ne savais pas comment lui expliquer que je n'attendais pas de mauvaises nouvelles, j'attendais un schéma, car la vérité est que je continuais d'espérer que ce n'était pas Élodie, que ma sœur, celle qui me tressait les cheveux avant l'école, ne pouvait pas être derrière tout ça, mais l'espoir a cette façon de vous aveugler juste avant le coup de grâce. Je ne savais simplement pas que ce coup tomberait le jour où elle savait que je ne pourrais pas me défendre, et les mois précédant la remise des diplômes ressemblaient à la vie dans une pièce où quelqu'un baissait constamment l'intensité de la lumière, pas assez pour me plonger dans le noir, juste assez pour me faire douter de ce que je voyais. Chaque fois que je pensais que le pire était derrière moi, quelque chose de nouveau se glissait sous la porte, commençant par un deuxième ajustement de mes versements de bourse, puis un avis concernant un formulaire administratif manquant que j'avais déjà soumis, et enfin mon compte étudiant numérique qui s'est bloqué pour activité suspecte répétée, me laissant fixer l'écran de connexion dans ma chambre universitaire, le pouce accélérant comme si le système lui-même me disait que je n'avais plus ma place ici. Le professeur Laurent m'a convoqué ensuite, les mains croisées, m'annonçant avec précaution qu'une plainte avait été déposée affirmant que j'avais plagié des parties de mon mémoire d'analyse comportementale, ce qui m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac car ce rapport m'avait pris des semaines, des nuits blanches, des restes froids et des corrections infinies. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, mais il a levé la main pour dire qu'il ne le croyait pas, mais qu'il me prévenait pour que je puisse me préparer à une guerre que je n'avais pas déclenchée, et les chuchotements m'ont suivi hors de son bureau, Hugo, un camarade de promo, me lançant un regard évaluateur étrange dans le couloir, tandis qu'une fille de mon groupe de TD évitait tout contact visuel. Même Manon, qui me faisait confiance par instinct, m'a demandé si je ne pensais pas que quelqu'un me visait, et j'ai répondu que je ne savais pas, mais je le savais, je ne voulais juste pas le dire à voix haute. Le point de bascule est arrivé la nuit où j'ai trouvé dans ma boîte d'envoi un message apparemment envoyé par moi à un assistant pédagogique annulant une réunion sur laquelle je comptais pour ma soutenance finale, mais le ton n'était pas le mien, la formulation n'était pas la mienne, la signature n'était pas la mienne, mais les dégâts, eux, étaient bien les miens.
Assise sur mon lit dans la pénombre de notre studio, j'ai fait défiler de vieux souvenirs d'Élodie comme si je rembobinais un film, les compliments à double tranchant, les sourires acérés, les fois où elle rejetait mes victoires comme étant de la chance, la façon dont elle dérivait dans la vie depuis qu'elle avait quitté son master, toujours à comparer, toujours à compter les points, et quelque part entre ces souvenirs, la vérité s'est formée, silencieuse, nette et indéniable, ce n'était pas le hasard, ce n'était pas un mauvais timing, quelqu'un chorégraphiait ma chute pièce par pièce. Je suis rentrée à Lyon ce week-end-là et j'ai trouvé mon père dans le jardin, près de la vieille clôture qu'il voulait réparer depuis des années, arrosant les hortensias comme si le monde ne se refermait pas sur moi, et quand je lui ai demandé si Élodie avait dit quelque chose sur moi ou l'école, il a marqué une pause, l'eau coulant sur ses chaussures, avant d'admettre qu'elle était tendue et qu'elle disait que tout m'était servi sur un plateau. Je lui ai dit que ce n'était pas juste, mais le reste importait peu car la fracture était déjà là, et quand je suis retournée à Paris, j'ai pris ma décision, fini de deviner, fini d'espérer que j'avais tort. J'ai contacté un expert en investigation numérique nommé Lucas, l'ami d'un ami dont on disait qu'il pouvait trouver des fantômes dans une machine, et en quelques jours, les fantômes avaient des noms, des horaires, des localisations, et l'un d'eux était celui d'Élodie, et ce fut le moment où la terreur silencieuse en moi s'est transformée en détermination. Lucas ne parlait pas beaucoup, la première fois que nous nous sommes rencontrés, il a juste écouté, vraiment écouté pendant que j'étalais chaque paiement étrange, chaque rendez-vous annulé, chaque rumeur qui s'accrochait à moi comme de la fumée, et quand j'ai fini, il a tapoté le bord de son ordinateur portable en disant que si quelqu'un avait été dans mes comptes, il avait laissé des traces car les gens en laissent toujours. 3 jours plus tard, il m'a rappelé dans son espace de coworking au centre-ville, un endroit bourdonnant de conversations basses, mais sur l'écran de Lucas, tout était d'une précision chirurgicale lorsqu'il a pointé mes journaux de connexion en disant que certains accès ne venaient pas de moi, mais d'un autre appareil sur un réseau domestique à Lyon, le même réseau où vivent mes parents. Ma poitrine s'est serrée, je ne voulais pas qu'il le dise, mais il a ajouté qu'il y avait plus, que les paiements manquants de ma bourse avaient été redirigés 2 fois et que les accusations de tutorat avaient été envoyées en utilisant un email miroir avec un seul caractère différent du mien, ce qui était intentionnel. Ma gorge s'est asséchée, le mot intentionnel semblait chirurgical, et j'ai quitté l'espace de travail en tremblant, le téléphone vibrant dans ma poche avec un message de Manon s'inquiétant de mon silence, mais je ne pouvais pas répondre, pas encore, j'avais besoin d'air, de quelque chose de stable à quoi me raccrocher. Au lieu de répondre, j'ai conduit directement chez mes parents, je me suis assise dans l'allée et j'ai fixé la lumière du porche clignotant sous le ciel de début d'été, et mon père m'a trouvé là 20 minutes plus tard, me demandant ce qui se passait. Je ne lui ai pas tout dit, juste assez, parlant de l'argent de la bourse disparue et de la plainte pour plagiat, lui disant que quelqu'un était entré dans mes comptes pour gâcher ma vie, et quand il a avalé difficilement en me demandant si je savais ce que je disais, j'ai menti en répondant « pas tant que je n'ai pas de preuves », parce que la vérité l'aurait brisé, lui qui croyait encore qu'Élodie était compliquée mais pas cruelle, blessée mais pas dangereuse. De retour sur le campus ce soir-là, j'ai rassemblé chaque fichier, chaque capture d'écran, chaque détail bizarre que Lucas avait confirmé, décidé à protéger la vie que j'avais construite avec tout ce qu'il me restait si Élodie voulait la détruire. J'ai contacté Maître Cohen le lendemain matin, elle a examiné ce que j'avais apporté et n'a posé qu'une seule question, quand voulez-vous que cela s'arrête, ce à quoi j'ai répondu, quand je ne serai plus la seule qu'elle peut blesser, et c'est là que le changement s'est produit, calme mais absolu, je ne réagissais plus, je me préparais. La remise des diplômes était dans 2 semaines, j'ai glissé les preuves dans une enveloppe scellée, étiquetée et prête, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que la peur, j'ai ressenti une direction. 2 semaines ont passé comme si je vivais dans 2 chronologies à la fois. Dans l'une, j'étais une étudiante normale rendant les clés de sa chambre, finissant ses partiels et essayant sa toge devant le miroir, et dans l'autre, je préparais une guerre silencieuse qu'Élodie ne savait pas qu'elle avait déjà perdue. La nuit précédant la cérémonie, j'ai à peine dormi, le ciel à l'extérieur de mon studio était d'un bleu profond et sans nuages, j'ai tout étalé, l'enveloppe scellée, les journaux imprimés vérifiés par Lucas, la déclaration que Maître Cohen m'avait aidé à préparer et le résumé de mon mémoire. Mes mains ne tremblaient plus, elles avaient la stabilité de quelqu'un sortant enfin du mode survie. Au lever du soleil, j'ai glissé l'enveloppe dans la doublure intérieure de ma toge et j'ai franchi la porte. L'auditorium de l'université était déjà en effervescence à mon arrivée, les étudiants s'embrassaient, les parents s'éventaient avec les programmes, le corps enseignant s'alignait en tenue d'apparat,
tout semblait normal, festif, plein d'espoir, et pourtant, sous tout cela, une lente pulsation d'appréhension tapait dans ma poitrine, non pas la peur d'Élodie, mais la peur de ce qu'elle m'obligerait à révéler. Quand ma famille est arrivée, je l'ai vue instantanément. Élodie n'était pas habillée comme quelqu'un assistant à une remise de diplôme, mais comme quelqu'un organisant l'événement, blazer blanc, maquillage dramatique, posture trop répétée, scannant la salle avec des yeux affamés d'une attention qu'elle n'avait pas encore méritée. Maman m'a fait signe trop joyeusement, papa m'a serré fort d'une manière qui me disait qu'il sentait que quelque chose arrivait, et Élodie se tenait derrière eux, les bras croisés, me lançant un « félicitations », grand jour avec un sourire qui vacillait, rapide et prédateur, et pendant une brève seconde, j'ai vu le plan dans ses yeux, elle n'était pas venue pour célébrer, elle était venue pour frapper. J'ai pris ma place sur scène avec les étudiants mentionnés, et de là-haut, la foule ressemblait à un seul organisme vivant, les lumières réchauffaient mon visage et un calme étrange s'installait dans mes os lorsque le doyen a croisé mon regard depuis son siège, car nous avions parlé la veille, il savait tout, et il m'a fait un signe de tête imperceptible. La cérémonie a commencé, discours, applaudissements, musique qui enflait et retombait, mon nom était vers la fin de l'ordre alphabétique, ce qui signifiait qu'Élodie avait tout le temps de décider comment elle allait gâcher cette journée, et elle l'a fait. J'ai d'abord entendu le raclement de sa chaise basculant en arrière, puis sa voix criant « Elle a triché pour avoir son diplôme », un son qui a déchiré l'auditorium comme du tissu, arrêtant les conversations, figeant les professeurs, faisant se lever les téléphones pour capturer le spectacle qu'elle désirait tant. Elle ne mérite pas ce diplôme, a crié Élodie encore plus forte en me pointant directement, elle a menti, elle a manipulé le système, demandé à n'importe qui, et des dizaines de visages se sont tournés vers moi, passant de la joie au choc, à l'inquiétude, la confusion, la curiosité, une mère Dieu posant tous la même question, est-ce vrai ? Je me suis levée, chaque pas vers le podium semblait délibéré, le clic de mes talons comme un compte à rebours, je ne regardais pas Élodie, non pas parce que je craignais ce qu'elle dirait ensuite, mais parce que je savais déjà tout ce qu'elle allait perdre. Les étudiants s'écartaient pour me laisser passer, certains chuchotaient, d'autres regardaient ailleurs comme si mon humiliation pouvait être contagieuse, mais ce n'était plus de l'humiliation qui vivait en moi, c'était un but. Le doyen m'attendait au pupitre avec une expression stable, ses mains reposant légèrement sur la pile de diplômes, et quand je l'ai atteint, la salle pulsait encore des accusations d'Élodie, mais sa voix était calme quand il a prononcé mon nom, Camille Hart. J'ai accepté mon diplôme, levé le menton et me suis penché juste d'un centimètre pour chuchoter « C'est sous mon siège », enveloppe marquée à 19, il n'a pas sourcillé, n'a pas demandé de clarification, il a simplement souri, un petit sourire complice, et a hoché la tête, et ce hochement de tête fut le début silencieux de la fin. Derrière nous, la sécurité s'est déplacée discrètement, un membre du personnel s'est approché de la rangée où Élodie se tenait encore, la poitrine haletante, le maquillage se fissurant sous la chaleur de sa performance, elle ne réalisait pas que la salle ne lui appartenait plus, pas après le signe du doyen, pas après l'épreuve attendant sous ma chaise. Alors que je quittais la scène, l'énergie a changé, les chuchotements se sont transformés, une femme au deuxième rang a baissé son téléphone en fronçant les sourcils non pas vers moi mais vers Élodie, un professeur a secoué la tête, un journaliste local s'est penché en avant pour griffonner. Élodie a senti le changement aussi, aboyant « Quoi ?» Vous l'avez tous vu, d'une voix tremblante, ne niant rien, ne comprenant pas que parfois le silence n'est pas un aveu mais une stratégie. La sécurité a atteint sa rangée, l'un d'eux lui parlant doucement pour lui offrir le choix de s'asseoir ou de sortir, mais Élodie ne faisait pas dans la douceur et a hurlé « Vous êtes tous aveugles », elle ment depuis des années, mais la foule n'était plus avec elle, ils m'avaient vu marcher calme et stable, ils avaient vu le doyen hocher la tête, et ils avaient vu Élodie s'effondrer. Sa voix s'est brisée en premier, puis ses mains, puis le contrôle qu'elle avait toujours cru avoir sur moi, sur notre famille, sur le récit, et alors qu'elle essayait de continuer à crier, la sécurité la guidait gentiment vers l'allée, ce n'était pas brutal, c'était simplement la conclusion naturelle de ses propres choix. Quand elle a atteint les portes au fond de l'auditorium, elle s'est retournée une dernière fois, les yeux brûlants d'incrédulité, crachant « Tu crois que c'est fini, Camille ? Tu crois que ce petit murmure te rend innocente, mais je n'ai pas regardé en arrière, je n'en avais pas besoin car la vérité se déplaçait déjà silencieusement, légalement et irrévocablement. » Après la cérémonie, j'ai retrouvé le doyen en coulisses, il tenait l'enveloppe que j'avais cachée et a dit doucement que c'était grave, ce à quoi j'ai répondu que ce qu'elle avait fait l'était aussi, et il a hoché la tête en disant que j'avais fait ce qu'il fallait.
Maître Cohen est arrivé quelques minutes plus tard, sa présence nette et contrôlée, elle a examiné le contenu rapidement, journaux de connexion, déclarations, résumés, capture d'écran, preuves de transaction, chaque pièce pointant dans une seule direction, affirmant qu'Élodie ne pourrait pas déformer ça, ni devant le conseil académique, ni au tribunal civil, ni nulle part. Et juste comme ça, la phase finale du plan d'Élodie s'est effondrée, non pas parce que j'ai crié, non pas parce que je l'ai combattu sur le sol de l'auditorium, mais parce que j'ai refusé de me battre selon ses règles. L'enquête a été lancée le lendemain matin, et à la fin de la semaine, Élodie était interdite de campus en attendant l'examen du dossier. 2 professeurs se sont manifestés avec des emails suspects qu'ils avaient écartés plus tôt. Le service des bourses a retracé les paiements redirigés directement vers des comptes liés à son appareil, et quand Lucas a soumis son rapport numérique, le conseil n'a pas eu besoin de plus d'une seule réunion. Le sabotage d'Élodie était indéniable, et son éclat à la remise des diplômes, le spectacle même qu'elle pensait allait me détruire, est devenu la preuve la plus claire de son obsession et de son intention malveillante. Dans le calme après la tempête, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je ne me sentais pas victorieuse, je me sentais libre. Dans les semaines qui ont suivi, l'enquête a avancé plus vite que prévu, le conseil académique a rendu ses conclusions confirmant qu'Élodie avait accédé à mes comptes, détourné des paiements de bourse, fabriqué des emails et tenté d'interférer avec mon statut académique. Elle a été officiellement bannie du campus et renvoyée devant la justice civile. Quand Maître Cohen a déposé la demande de restitution, les preuves étaient si claires que les négociations ont à peine duré 1 heure, et mes parents ne l'ont pas bien pris, passant du choc au déni, puis à une acceptation silencieuse quand les papiers n'ont laissé aucune place à l'imagination. Mon père a appelé un soir, la voix lourde, chuchotant qu'il aurait dû le voir, et je ne lui en voulais pas, car Élodie avait toujours su se cacher dans les espaces où l'amour se confond avec la supposition. J'ai déménagé peu après dans un petit appartement à Nantes, rien de luxueux mais la lumière du soleil inondait les fenêtres chaque matin. J'ai acheté une table d'occasion, adopté un chat qui s'est immédiatement approprié chaque chaise, et j'ai laissé ma vie redevenir simple. Pour la première fois depuis des années, mes journées n'étaient pas façonnées par la peur ou le doute, j'étudiais, je marchais, je respirais, et petit à petit, l'espace qu'Élodie remplissait autrefois de chaos est devenu quelque chose de plus doux, un espace pour me reconstruire selon mes propres termes. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que dire la vérité ne consiste pas à gagner, mais à sortir enfin de l'ombre que quelqu'un d'autre a construite pour vous, car les choix d'Élodie ont façonné ma douleur, mais ils ne façonnent pas mon avenir, ça, je l'ai construit moi-même, pièce par pièce, avec des preuves, de la patience et le refus de me faire toute petite plus longtemps.